bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Décrypte-moi l'Europe, ce qui est basé aujourd'hui sur les présidences du Conseil de l'Union européenne, et plus particulièrement la présidence de la République tchèque et la présidence qui a suivi en cours de la Suède. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Monsieur Tuvesson. Euh, Merci Monsieur Tuvesson d'avoir rejoint. Hop là, je vais peut-être couper les notifications. D'avoir rejoint cette conférence. Alors, couper le son. Voilà. Très bien, je vois que mon assisté, la personne avec qui je travaille entend très bien ma voix, donc c'est super. Donc encore merci Monsieur Tuvesson de nous avoir rejoint aujourd'hui pour cette conférence et pour représenter du coup l'ambassade de Suède en France. Vous êtes le chef de... Oups, là que je retrouve... Voilà. Euh, le ministre conseiller et chef de mission adjoint à l'ambassade de Suède. Et nous retrouvons aussi un précédent intervenant lors de notre précédente session, Monsieur Schrobak, donc le premier secrétaire de l'ambassade de la République tchèque, et qui représentera la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Nous allons suivre l'ordre du jour qu'on avait préparé en amont et que vous avez pu retrouver sur les réseaux. Donc, tout d'abord notre petite présentation sur notre réseau, puis directement entrer dans le vif du sujet, comme on dit, sur le bilan de cette présidence tchèque du Conseil de l'UE, et ensuite le programme et priorités de la présidence suédoise, et peut-être déjà un premier point d'étape. Sachant que cette présidence a commencé voilà, le 1er janvier 2023. Et on partira sur la question, une quatrième partie, sur la partie questions communes, enfin, session de questions-réponses avec des questions communes et des questions particulières pour chaque présidence. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Pour les participants qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à nous écrire des messages sur les commentaires, à poser vos questions. Voilà, elles seront sûrement privilégiées en fin de live et vous pourrez directement, voilà, je pourrais faire le relais de votre voix et poser les questions aux deux intervenants. Euh, Petit point sur notre réseau, sur le réseau Europe Direct, euh, qui organise cet événement. Voilà, c'est l'Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée, mais qui fait partie d'un réseau plus large, le réseau Europe Direct français, qui lui-même fait partie du réseau Europe Direct européen, euh, qui est le relais tout simplement de la représentation en France de la Commission européenne et qui se charge de toutes ces actions de communication et de créer ce lien entre les citoyens et la Commission européenne. On adopte voilà, cette double approche de faire descendre de l'information de la Commission européenne, mais aussi de faire, encore une fois, de faire le haut-parleur de ce qui est des réalités locales et de toutes les choses qui vous concernent et que vous aimeriez faire remonter jusqu'à la représentation en France de la Commission européenne et ensuite jusqu'à la Commission européenne. Voilà, toutes ces actions, elles se déroulent sous diverses formes, que ce soit par des conférences comme aujourd'hui, mais aussi par, ça peut être des interventions au niveau du public scolaire, ça peut être des expositions, toutes sortes de manifestations voilà, qui sont en lien avec l'Union européenne. Et je vous invite à nous contacter. Voilà, si vous avez des conférences ou quoi que ce soit organisé, et vous avez besoin d'un support matériel ou d'un support plutôt technique, voilà, de représentants d'un réseau labellisé. Voilà, il y a aussi le réseau Europe Direct, des conférenciers Europe Direct qui sont spécialisés et qui sont mobilisables bien évidemment pour tous vos événements. Suite à ça, nous allons passer à la petite introduction du coup de ce jour. Pour rappeler que voilà, la République tchèque a assuré la présidence du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Et elle a donc, comme je l'ai présenté auparavant, laissé la place à la présidence suédoise actuelle, donc du 1er janvier 2023 jusqu'à la fin juin 2023. Euh, on va sûrement reparler, Monsieur Schrobak va sûrement reparler durant sa présentation, mais voilà, et Monsieur Tuvesson bien évidemment aussi, mais
les présidences actuelles sont fortement impactées par le contexte géopolitique qu'on peut connaître depuis bientôt un an, dans une semaine, de l'agression russe en Ukraine et voilà, de toutes ces réponses qui doivent être apportées et la nécessité urgente voilà, d'apporter une réponse. Il y a beaucoup, en ce qui concerne la République tchèque, qui est maintenant dorénavant terminée, il y a beaucoup de résultats qui ont pu être atteints, notamment dans le domaine législatif, mais aussi en dehors. Et malgré voilà, ces contextes très difficiles où là c'était vraiment tout nouveau à l'époque, la République tchèque a su garder le cap et est parvenue à garder la tête du Conseil de l'Union européenne et maintenir l'unité. C'est surtout ça qui est important entre les pays membres. Euh, on peut notamment parler des gros points, des nombreux, enfin, des succès qui ont été accomplis durant cette présidence sur les paquets de sanctions, évidemment, donc sur les paquets de sanctions à l'égard de la Russie vis-à-vis de cette agression, mais aussi, voilà, il y a eu des soutiens financiers, il n'y a pas que des sanctions, il y a eu aussi beaucoup de soutien financier accordé à l'Ukraine, et notamment aussi en dehors de cette partie géopolitique sur les aspects climatiques, plus avec le paquet Fit for 55, dont on va sûrement reparler par la suite. Et finalement, on abordera cette deuxième partie donc, de la Suède, de la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne, qui se déroulera donc jusqu'au 30 juin 2023. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour cette introduction et un- solliciter Monsieur Schrobach voilà, pour commencer cette première partie sur le bilan finalement de cette présidence tchèque qui s'est terminée le 31 décembre 2022. Encore merci de nous avoir rejoints et je vous laisse la parole. Bonjour, je vous remercie de votre introduction. Je voudrais ajouter effectivement que vous avez parfaitement raison, ce que c'est l'agression russe qui a marqué profondément la présidence tchèque. C'était clair dès le début. Et l'aide à l'Ukraine était une des priorités de la présidence tchèque. L'autre priorité, c'était la sécurité énergétique, liée étroitement avec la guerre en Ukraine. Et puis, c'était la résilience économique de l'Europe et la résilience des institutions démocratiques. C'était les quatre priorités principales de la présidence tchèque. Ce que nous avons fait sur le plan de la guerre en Ukraine, alors on a continué le travail de la présidence française. Bien sûr, on a facilité l'adoption du septième, huitième et neuvième paquet des sanctions contre la Russie et la Biélorussie pour empêcher la continuation de la guerre et affaiblir l'effort militaire russe. On a réussi à convaincre les pays européens de l'Union à la détermination de plafond tarifaire pour le plafond pour le pétrole russe exporté dans les pays tiers. Et on a, on a médiatisé l'aide du l'Ukraine de 18 milliards d'euros en 2023 pour l'Ukraine, ce qui est ce que je considère comme un succès essentiel de notre présidence. Alors, c'était le soutien indéfectible à l'Ukraine que notre pays a fait autour pendant toute sa présidence. Et l'autre problème, l'autre problématique, c'était la sécurité énergétique. Alors, c'était vraiment le thème phare de notre présidence. Alors, le Conseil pour l'énergie pendant la présidence tchèque s'est réuni 8 fois. Alors ça marque déjà l'importance que mon pays a accordée à ces problématiques. En juillet, on a obtenu un mécanisme européen pour la baisse de la consommation de gaz, ce qui a fortement contribué que les Européens ont eu assez de gaz cet hiver. Et puis,
On a fait les mesures euh, pour le 19 décembre, on a réussi à approuver le mécanisme temporaire de correction du marché du gaz. Alors, une position commune du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane. Euh, Vraiment garantir les meilleures conditions des achats communs du gaz et limiter la fluctuation des tarifaires du gaz et de l'électricité. L'autre problématique, c'était le paquet Ford 55. Alors, on a trouvé un accord avec le Parlement européen concernant la révision du règlement sur les limites d'émissions pour les voitures particulières et les voitures utilitaires légers. Puis on a fait un règlement sur le partage d'efforts, sur un règlement sur l'utilisation des terres et le changement d'affectation des terres forestières. On a contribué au système d'échange des quotas d'émissions dans les activités aériennes et on a gagné un accord préalable sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et on est parvenu à l'accord d'orientation générale concernant la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Alors, c'était vraiment notre volonté de faire avancer ce paquet pour Fit for 55. Entre autres, naturellement, la présidence de l'Union européenne était aussi orientée vers la politique d'élargissement. Alors, nous avons formellement lancé les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Alors, l'accord qui a été arraché préalablement par la France et on a réussi à faire attribuer le statut du pays candidat à la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo a remis aux mains de la présidence tchèque une demande d'adhésion. Ce qui était très important, on a réussi à débloquer pendant les plusieurs années, après les plusieurs années, placement de syndication militaire pour les détenteurs des passeports délivrés par le Kosovo. Alors, c'était la libéralisation du visa qui aura lieu cette année. Alors, au plus tard, à partir du 1er janvier 2024, c'était les habitants de Kosovo qui pourront voyager librement dans l'espace européen. Bon, à ce temps, on a organisé aussi la conférence avec les pays des Balkans occidentaux le 3 novembre à Tirana. Alors, ce qui a montré l'importance que nos pays accordent à l'élargissement de l'Union. Et on a discuté aussi largement à l'élargissement de l'espace Schengen. Alors, les ministres de l'Intérieur ont approuvé le 8 décembre au sein du Conseil justice et des affaires intérieures l'adhésion de la Croatie à l'espace Schengen qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Nous avons eu l'ambition d'avancer dans ce domaine avec la Bulgarie et la Roumanie, mais bon, cet effort restera pour la présidence suivante. Parmi les autres initiatives, alors c'était des réussites marquantes dans le secteur financier. Un moment important a été l'adoption du règlement des e-chains, alors qui consiste en une amélioration de la capacité qu'ont les banques à affronter les crises, en renforcement de la résilience. Et puis on a avancé dans les transactions immobilières avec les cryptoactifs
qui acquéreront les règles fixes et fiables de protection du consommateur grâce au trilogue achevé avec succès du règlement sur les marchés des spectacles MICA. Alors, pour vous faire l'idée générale de la présidence tchèque, alors, c'était en une grande formation du Conseil sectoriel de l'Union européenne se sont réunis dans le cadre de la présidence tchèque à Bruxelles, à Luxembourg. Les ambassadeurs se sont réunis 94 fois. Les groupes du travail 1421 fois. 98 trilogues avec le Parlement européen ont eu lieu, dont 33 ont été conclusifs. Et 35 actions ont eu lieu sur le territoire de la République tchèque. 274 sont déroulés à Prague et 14 dans les autres régions. Alors, ce qui était en quelque sorte le sommet des actions de la présidence tchèque, c'était le sommet de la communauté politique européenne au château de Prague, avec la participation de 43 pays, ce qui était une affaire emblématique de la présidence tchèque. Naturellement, on pourrait mentionner encore plus de choses, mais bon, je ne vais pas abuser la patience de nos auditeurs. Et la présidence tchèque appartient en quelque sorte déjà au passé. Alors c'est maintenant mon collègue suédois qui va parler du présent et surtout de l'avenir. Je vous remercie. Merci Monsieur Schrobach du coup pour cette première partie. Donc non, ça ne restera pas, ce n'est pas dans le passé. Il y a eu plein d'accomplissements qui vont rester dans le présent et dans le futur vu tous les accomplissements et les nombreuses actions que vous avez menées durant cette présidence. Encore merci et on va passer la main à Monsieur Tuvson du coup pour la partie de la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. Encore merci pour votre présence et je vous donne la parole. Merci. Merci, Monsieur Palomo. Je suis très ravi d'être ici ou devant l'écran et je voudrais également saluer tous les mesdames et messieurs et merci pour cette opportunité de présenter les priorités de la présidence suédoise. Mais d'abord, peut-être quelques mots sur la Suède et l'Union européenne en général. Ça pourrait être intéressant. Et nous avons, comme vous le savez bien, peut-être adhéré à l'Union en 1995. Et cela a été une décision historique pour mon pays qui, jusque-là, avait été neutre pendant 200 ans. Notre adhésion s'est faite après une crise financière très grave au début des années 90, suivie par des réformes de notre économie pour devenir plus compétitive et pour rééquilibrer nos finances publiques et notre protection sociale. Il y avait le sentiment à l'époque, et cela n'a pas changé depuis, qu'il valait mieux coopérer plus étroitement avec nos amis européens que de faire cavalier seul. Et comme vous peut-être également savez bien, nous ne faisons pas partie de la zone euro. Dans un référendum en 2003, une majorité, 56%, a voté non. Et le soutien en faveur de l'euro reste faible. Il est à 28%, alors que la Suède respecte les critères du pacte de stabilité, donc les critères qui concernent le déficit budgétaire et l'endettement public, où nous sommes nettement en dessous de la moyenne européenne. Nous sommes peut-être moins visionnaire que, par exemple, la France en ce qui concerne la construction de l'Europe, mais nous y sommes très attachés et toujours très engagés pour construire l'Europe dans le concret. Et maintenant, on se trouve dans une situation imprévisible et il y a des crises partout et la Suède va continuer à investir dans la coopération européenne, sans doute. Mais pour comprendre la Suède, il faut savoir que nous sommes un pays qui est très tourné vers l'exportation.
Les exportations représentent 45% de notre PIB et un tiers de nos exportations dépendent de composants importés. En outre, la moitié de nos exportations proviennent d'entreprises étrangères installées en Suède. Donc, notre prospérité dépend de bonnes relations avec le reste du monde. Et c'est pourquoi, pour nous, le bon fonctionnement du marché intérieur est absolument essentiel, ainsi que le libre-échange au-delà des frontières de l'Union européenne. C'est aussi pourquoi nous essayons au sein de l'Union européenne de trouver le bon équilibre entre la notion d'autonomie stratégique d'un côté et d'ouverture vis-à-vis du reste du monde de l'autre. Et pour nous, c'est la troisième fois depuis notre adhésion en 1995 que nous assurons la présidence tournante en trio avec la France et la République tchèque. Et je voudrais commencer par saluer ces deux présidences puisqu'elles ont su mobiliser l'Union européenne à un moment difficile pour apporter une réponse ferme et unie envers la Russie et ont témoigné d'une solidarité infaillible à la population ukrainienne. Elles ont aussi mené de très bons présidents dans le sens qu'elles ont pu en même temps faire progresser de nombreux dossiers communautaires. Et c'est évident que notre présidence sera également impactée par l'Ukraine et l'agression russe, ainsi que la crise énergétique, la crise climatique et une situation économique assez compliquée. Et tous les sujets qu'a mentionné M. Schroback avant moi. Et la présidence suédoise sera gérée par un gouvernement qui est en place depuis le mois d'octobre. C'est un gouvernement de centre-droite composé par trois partis politiques. Le Parti des modérés, le Parti des démocrates chrétiens et les libéraux dirigés par le leader du Parti des modérés, Ulf Kristersson. En ce qui concerne notre ambition en tant que présidence, et cela va de soi, sera d'être à l'écoute de tout le monde, d'être impartial et de trouver des compromis afin de faire avancer les dossiers communautaires. Nous nous retrouvons dans une période du mandat de la Commission où une grande partie des propositions de la Commission est déjà présentée au Conseil. En conséquence, il y a beaucoup d'actes législatifs, autour de 350 sur la table, qui sont en train d'être négociés au sein du Conseil ou qui sont déjà en négociation institutionnelle, en trilogue. Et en tant que présidence, nous allons présider environ 2000 réunions à Bruxelles et organiser environ 150 réunions en Suède, y compris 12 réunions informelles ministérielles. Et en tant que présidence, nous devons également mobiliser la réponse commune sur des crises qui apparaissent, comme par exemple mobiliser l'aide européenne à la Turquie et la Syrie après le séisme dévastateur en organisant une conférence avec la Commission européenne. Et ça, c'est une tâche coordinatrice très importante pour la présidence. En ce qui concerne nos priorités, ils sont 4 et ils sont les suivants. Notre première priorité est la sécurité de l'Union. L'invasion russe en Ukraine a complètement changé la situation sécuritaire en Europe. Et pour la présidence, il sera important de préserver l'unité face à l'agression russe. L'Union doit continuer à faire pression sur la Russie, entre autres à travers des sanctions, et veiller à ce que ceci soit efficace. La présidence va faire de son mieux pour que l'Union continue, ou plutôt augmente, le soutien politique, économique, humanitaire et militaire à l'Ukraine. Il y a tout d'abord les besoins immédiats pour l'hiver. Et là, je voudrais saluer la France pour l'organisation de la conférence de soutien à l'Ukraine qui a eu lieu le 13 décembre l'année dernière. Il faut aussi que l'Union prépare son soutien pour l'hiver prochain et commence à préparer la reconstruction de l'Ukraine. En parallèle, les États membres doivent
continuer à accueillir des réfugiés ukrainiens. La Suède a jusqu'ici reçu environ 50 000 réfugiés. Et nous avons apporté un soutien militaire, économique et humanitaire de 9 000 millions d'euros depuis le début de la guerre. Et pour ce qui est de la politique de sécurité et de défense commune, la présidence va œuvrer pour que l'Union assume une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité et améliore sa capacité d'action en étroite coopération avec ses partenaires. L'agression russe a montré l'importance de coopérer davantage dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et une priorité sera de mettre en œuvre la boussole stratégique lancée le printemps sous les guides de la présidence française le printemps dernier. Notre présidence travaillera également pour renforcer le lien transatlantique et la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN dans les domaines tels que la lutte contre les menaces hybrides et la cybersécurité. En outre, nous devons renforcer nos propres défenses, nos propres armées, et la Suède, comme vous le savez, est en train d'entrer dans l'OTAN à un certain moment et va atteindre l'objectif de dépenses liées à la défense correspondant à 2% du PIB dès que possible, mais au plus tard en 2026. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier la France pour son soutien à l'adhésion de mon pays à l'OTAN. La présidence suédoise veut aussi mettre l'accent sur les aspects internes de la sécurité de l'Union. Et comme vous le savez, la criminalité ne connaît pas de frontières. Il faut renforcer la coordination européenne concernant la lutte contre la criminalité, surtout contre le crime organisé. Et la présidence va aussi œuvrer pour une meilleure surveillance des frontières extérieures de l'Union, une discussion qui a eu lieu la semaine dernière au sein du Conseil européen. Et notre deuxième priorité, c'est de renforcer la résilience et la compétitivité de l'Europe. La compétitivité est devenue moins forte ici qu'ailleurs, notamment par rapport aux États-Unis et à la Chine. Il faut renforcer notre productivité afin d'assurer une croissance économique à long terme. Alors, comment le faire? D'abord, selon nous, il faut continuer à approfondir le marché intérieur, qui d'ailleurs fête ses 30 ans cette année. Il faut continuer à conclure des accords de libre-échange pour augmenter nos échanges commerciaux, mais aussi pour renforcer notre rôle sur la scène internationale. Et il faut parfois simplifier les règles au niveau européen, mais aussi au niveau national. Et il faut investir plus dans la recherche et le développement, au moins 3% de notre PIB, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Europe. En réalité, les États-Unis et la Chine investissent beaucoup plus que nous dans ce domaine. À cet effet, sur proposition de la Suède, le Conseil européen de décembre a demandé à la Commission de préparer une communication avec des propositions sur la compétitivité à long terme, en vue du Conseil européen en mars. Mais, je voudrais le souligner, il ne faut pas être naïf quand nous abordons ce sujet. En même temps que nous prenons des mesures pour augmenter la compétitivité, il faut aussi renforcer notre résilience dans les domaines qui sont stratégiques pour nous. Par exemple, les batteries électriques, l'hydrogène vert et les semi-conducteurs. Il faut diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Il faut plus de stocks de produits de première nécessité. Et il faut miser plus sur l'extraction de certains minéraux. Et dans ce domaine, nous avons eu la bonne nouvelle il y a quelques semaines de la découverte dans le nord de la Suède du plus grand gisement de terres rares connu jusqu'ici en Europe. Ceci aura un impact très positif sur la transition verte, mais aussi sur la résilience et la sécurité européenne. Pour résumer, il faut une union qui reste ouverte vis-à-vis du reste du monde, mais sans que nous soyons naïfs. Il faut plus de résilience, mais sans recourir à une course aux subventions. Et concernant une réponse à la législation américaine de l'IRA, Inflation Reduction Act,
Nous discutons maintenant les propositions présentées par la Commission l'autre semaine. Sur cette base, la présidence suédoise va œuvrer aussi vite que possible, puisque le temps presse pour trouver des mesures autour desquelles les États membres puissent se mettre d'accord. Et la troisième priorité est le climat et la sécurité énergétique, parce que la guerre a montré pour l'Europe tout entière que les énergies renouvelables ainsi qu'un approvisionnement énergétique fiable sont cruciaux pour notre sécurité. La flambée des prix du gaz et de l'électricité, ainsi que l'approvisionnement en énergie cet hiver et l'hiver prochain, figureront en tête des priorités au début de notre présidence. La proposition de la Commission visant à réformer le marché européen de l'électricité est aussi une priorité qu'il faut faire avancer. Le gouvernement veillera également à ce que l'Union continue à réduire rapidement sa dépendance à l'égard du gaz russe et d'autres sources d'énergie fossiles. Et pour y parvenir, nous avons besoin d'une électricité plus sûre et sans fossiles, y compris, au moins dans le cas de la Suède et de la France, l'énergie nucléaire, tout en respectant bien sûr le fait que chaque pays décide de son propre mix énergétique. Et notre objectif est aussi de finaliser les parties restantes du paquet Fit for 55 mentionné par M. Hobach. Et nous allons continuer à mener des trilogues avec le Parlement européen sur les propositions de révision de la directive sur les énergies renouvelables et de la directive sur l'efficacité énergétique. Une priorité sera également le nouveau règlement relatif aux batteries et leurs déchets. Le règlement concernant la restauration de la nature et de l'agriculture sera aussi à l'ordre du jour. Finalement, il ne faut pas oublier les forêts. La Suède est couverte par les forêts jusqu'aux 70%, et les forêts qui peuvent jouer un rôle important à la fois comme source d'énergie et comme base de produits durables, mais aussi comme puits de carbone et comme source pour la biodiversité. Et enfin, la quatrième priorité, ça c'est la sauvegarde des valeurs fondamentales de l'Union. La coopération européenne est basée sur le respect des valeurs fondamentales et vous le connaissez bien en France. Et la question de l'état de droit mérite une attention particulière et reste une des priorités de notre politique européenne en général. Et en tant que présidence, nous allons donc œuvrer pour que le dialogue sur l'état de droit continue afin de renforcer le respect de l'état de droit dans l'ensemble de l'Union européenne. Et finalement, quelques mots sur le sujet de la migration. Il faut que l'Union européenne continue à travailler sur les différents aspects techniques du pacte migratoire avec le but de pouvoir finaliser, comme prévu, le paquet sous la présidence espagnole ou au plus tard au début de la présidence belge. À court terme, le renforcement de nos frontières externes doit être une priorité, ainsi que la coopération avec les pays d'origine, y compris sur le retour de migrants en situation irrégulière, une question qui était sur l'agenda du Conseil européen la semaine dernière. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure ma présentation en attirant votre attention sur le fait que le 3 janvier, le Premier ministre suédois a choisi la France pour son premier déplacement dans le cadre de notre présidence. Merci pour votre accueil chaleureux. Cela témoigne de l'amitié entre nos deux pays et les deux leaders ayant discuté comment renforcer encore plus notre partenariat bilatéral, mais ils ont aussi et surtout pu revenir sur la coordination étroite entre nos présidences en vue des conseils européens dans les mois à venir. Cela montre que la coopération étroite dans le trio France, République tchèque et la Suède continue et se porte bien. Et en parlant des déplacements, il y a quelques semaines, comme il est d'usage au début d'une présidence, le gouvernement suédois a reçu tous les collèges de la Commission à Kiruna, une ville dans l'extrême nord de la Suède. Une fois à Stockholm, il faut aller encore 1200 km pour arriver à Kiruna. En fait, la Commission n'est jamais partie ensemble si loin de la capitale de l'Union européenne et en même temps, les Suédois n'ont jamais été aussi proches de l'Europe.
Selon le dernier Eurobaromètre, les Suédois ont une opinion plus favorable de l'Union que la moyenne en Europe. Et comme vous le savez bien, les défis pour les pays membres sont plusieurs. Et au sein de l'Union européenne, il y a beaucoup de perspectives et de divergences évidentes. Mais au fond, il y a également une conviction qu'il faut coopérer afin de trouver des solutions sur ces défis communs. Le besoin est mutuel et reste une force pour notre coopération européenne. Et une présidence a une grande responsabilité et nous sommes très fiers de l'assurer pendant les prochains 6 mois ou 5 mois. Merci pour votre attention. Alors, merci Monsieur Tulson, surtout pour la dernière partie en version la France. Évidemment, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup, du coup, c'était très clair. Et puis, on a un meilleur, parce qu'on parle toujours de présidence, que ce soit dans les médias, télé, presse, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent juste cette idée que, bon, une présidence encore qui se suit, mais chaque présidence, c'est bien, il y a quand même une différence, même à travers cette continuité des trilogues. Et chaque présidence a sa priorité, et c'est toujours important de toujours revenir à quelles sont les priorités de chacune des présidences et qu'est-ce qui sera fait et quels sont les paquets de travaux de cette présidence pour les 6 prochains mois. Donc c'était très clair et je vous en remercie. Du coup, je pense qu'on peut passer à la partie des questions et des questions particulières qu'on a pu collecter en amont de ce live auprès de notre réseau. Je vois aussi qu'il y a eu des questions posées sur le live. On va peut-être y revenir après. Certaines, je vois, peuvent se recouper. Donc on va sûrement passer à la partie des questions communes. Voilà, si chacun des deux parties peut apporter des éléments. Et cette première question était sur les mesures. Voilà, revenir sur la géopolitique auquel on a pu parler, qui ont affecté ces deux présidences, et qui continuera d'affecter les prochaines présidences, j'espère le moins possible. Et dans quelle mesure, voilà, aussi complexes que les paquets de sanctions à l'encontre de la Russie peuvent être amenés, à quel point les opinions sont divergentes au sein des États membres, et comment on arrive à trouver un consensus au sein des États membres, parce qu'on a pu voir certaines fois, même que ce soit entre la France, l'Allemagne, des avis notamment sur les sanctions autour du gaz, des importations de gaz russe, on a eu des avis très opposés, avec beaucoup de friction. Voilà, comment on arrive à trouver un consensus avec toutes ces avis. Alors, je sais pas qui prend la parole en premier, je vous en prie. Oui, Monsieur Tuason. Oui, peut-être je peux commencer. Moi, je pense que ça, c'est une très bonne question. Et comme je l'ai dit, le soutien à l'Ukraine est une de nos priorités. Et il faut souligner, il faut noter que l'unité parmi les États membres jusqu'ici a été un grand succès. Et ça a montré que la force de l'Union européenne, mais cela dit, il faut avouer que l'unité il faut préserver l'unité et il y a toujours des conséquences de la guerre qui posent qui montrent les divergences entre les pays membres. Mais à mon avis, c'est évident que les pays membres comprennent bien que l'unité reste un atout pour nous. Et voilà, au fil du temps, on aura toujours des nouvelles défis, mais je reste un optimiste professionnel et au fond, je pense qu'il y a suffisamment de compréhension commune parmi les États membres et il faut bien préserver cette unité qui nous a aidés jusqu'ici. Merci, Monsieur Schrobach. Et du coup, je vous donne. Je peux seulement confirmer les mots de mon prédécesseur. Alors, au cours de la présidence
française et tchèque. Alors, c'est des grands atouts qu'on a réussi à préserver l'unité de l'Europe malgré les espoirs de la Russie de jouer les divergences. C'était surtout, je crois, la diplomatie qui a joué un rôle prépondérant dans cela. Pendant toute notre présidence, on a toujours cherché la voie du dialogue parmi les pays membres de l'Union. Et euh, cet effort a été couronné par un succès. Alors, ces paquets de sanctions ont été adoptés et là, l'Union face à l'agression russe a été préservée et je pense que cette unité sera préservée aussi pour l'avenir. Maintenant, on pourrait garder un grand espoir. Oui, c'est exactement les réponses qu'on attendait. Et puis on revient toujours aussi à la devise hein, de l'Union européenne, tout simplement, hein, unis dans la diversité et on essaie de composer ensemble. Même si évidemment c'est pas facile, mais on espère que ce conflit effectivement se réglera au plus vite et que on pourra avancer ensemble. Je vois qu'il y a une question dans le live voilà, qui peut être pertinente pour les deux présidences, pour les deux intervenants, au sujet du trio. Voilà, la Suède qui vient de clore le trio France, République tchèque et Suède. Et la personne se demandait si de clore un trio de présidence induisait des responsabilités particulières. Est-ce qu'il y avait bon, je sais, là je porte, je porte la question un peu plus loin. Est-ce qu'il y avait des responsabilités oui, particulières, des procédures ou une cérémonie ou que sais-je à la fin de ce trio de présidence? Alors je vous en prie, je, le premier. Je dirais que bien, le passage de la présidence est toujours un acte très symbolique. Alors, c'est la relève. Mais bon, à vrai dire, l'Union européenne, c'est un travail continu. Alors, il y a toujours les dossiers qui sont repris par le pays qui préside. Et alors là, on ne peut pas dire que la fin de la présidence, c'est la fin ou la terminaison du dossier. C'est tout simplement l'enchaînement. On a hérité beaucoup du bon travail de la part de la présidence française. On a réussi, on a fait notre mieux pour faire avancer les choses et maintenant on a passé la relève à la Suède qui va continuer et aura, je pense, beaucoup de succès et puis passera le flambeau aux collègues de l'Espagne. Alors c'est le travail sans fin. Et on peut dire que ce n'est pas la fin de la présidence, ce n'est pas la fin de l'Europe ou du travail, c'est juste la fin d'une partie. Oui, si vous permettez, je suis d'accord sans doute avec Monsieur Robach. Moi, je pense que la coopération au sein de trio, ça c'est une bonne idée pour garantir ou pour préserver la continuité parce que la présidence est une responsabilité pour faire avancer l'agenda commun. Ça, c'est vraiment le cas. Et en ayant un trio, ça facilite ce travail. Et voilà, mais la présidence n'est juste pas une tâche symbolique. La Suède est un pays assez petit et d'abord, il faut être à l'écoute de tout le monde, il faut être impartial. Mais ça, c'est un moment pour nous de planter des enjeux différents à long terme. Comme je l'ai dit, la compétitivité est très importante pour nous, mais à court terme, il faut trouver
mesures, comment soutenir l'industrie européenne dans certains secteurs peut-être, mais à long terme, il faut vraiment développer la compétitivité et nous faisons maintenant un effort de planter ces enjeux et parce que je pense que tous les pays membres sont d'accord que la compétitivité est importante pour nous, on partage la même ambition, mais il y a des traditions différentes dans chaque pays. Mais ça, c'est une question pour nous qu'on a plantée à long terme. Et on a demandé à la Commission de présenter des idées différentes. Mais ça c'est pas pour l'agenda aujourd'hui, mais on espère que cette initiative aura résultat plus tard. Merci. Donc merci pour ces éléments. Effectivement, c'est plus de garder le cap entre les présidences et de garder ces priorités qui s'étalent, voilà, qui ne s'arrêtent pas à ces 6 mois, on arrête tout, ou à ces 18 mois pour les trios, mais voilà, c'était un travail de longue haleine, sans arrêt, jusqu'à l'aboutissement de tous ces travaux, à mon avis. Voilà. Peut-être une dernière question commune qu'on avait collectée auparavant, en amont de cette conférence, et c'était plus au niveau des profils, voilà, des États membres qui se succédaient au sein de ces trios et dans cet ordre, voilà, qui est défini pour des dizaines d'années encore, hein. On peut savoir qui présidera en 2032 le prochain Conseil de l'Union européenne. Et on avait notamment la personne notamment présenté l'exemple de la France, voilà, qui était un pays fondateur, membre de la zone euro, qui est suivi par la République tchèque, un des derniers pays qui est rentré dans l'Union européenne en 2004, suivi par la Suède, qui n'est pas dans la zone euro, au contraire, et l'Espagne qui va suivre qui va prendre la prochaine présidence, qui est un membre un peu plus ancien et qui, elle, fait partie aussi de la zone euro. Voilà, on peut retenir d'autres critères comme l'espace Schengen. Voilà, il y a certains pays qui font partie de l'Union européenne, mais pas de l'espace Schengen. Il me semble la Roumanie, si ma mémoire est bonne. Et la personne se demandait si ces profils un peu différents d'une présidence à la suivante, et donc quelque part complémentaires, étaient... voilà, est-ce que c'était délibéré? Est-ce que ça répondait mieux aux préoccupations de tous les Européens? Parce qu'on sait aussi, voilà, comme vous avez dit, que les Européens ont des préoccupations différentes au niveau national. Et est-ce que ça crée au contraire des divergences? Par exemple, si la Suède n'a pas de bonnes relations avec l'Espagne, je ne sais pas, est-ce que ça va poser des problèmes pour le suivi des dossiers? Peut-être je peux commencer cette fois-ci, mais ça c'est une question fondamentale, je pense. C'est évident qu'il y a des pays membres qui sont très différents, qu'il y a des perspectives différentes, des traditions différentes. Mais tous les pays ont compris qu'il y a des questions que nous avons en commun et il faut qu'on trouve des solutions en commun. Mais les différences entre nous présentent évidemment je ne veux pas dire problèmes, mais des défis. À mon avis, l'Union européenne, la coopération est fondée sur une culture de consensus. Il faut être prête à trouver consensus. Et les solutions ne sont jamais un succès pour tout le monde, mais il y a toujours quelque chose dans les compromis qui sont positifs pour chaque pays membre. Et ça représente le fond de la coopération européenne. Et moi, je pense que nos différences, en général, ça c'est le charme de l'Union. Je peux seulement confirmer les mots de grands collègues suédois parce que bon, c'est vraiment la culture du consensus et du compromis qui est fondamentale pour l'Europe. Alors là,
notre point de vue parfois diffère, mais bon, finalement, nous faisons notre effort pour arriver à une conclusion qui peut satisfaire tout le monde. Et cette point de vue différent sur les problèmes, alors c'est vraiment l'enrichissement de l'Europe parce que chaque pays a son histoire particulière, ses traditions, sa façon de gérer les choses, ses traditions qui sont liées par la position géographique ou les traditions historiques et religieuses ou que sais-je. Alors là, c'est vraiment l'enrichissement de l'Europe, c'est notre différent point de vue. Eh bien, merci, merci encore une fois pour ces éléments et pour les réponses à ces parties communes et les questions du live du coup qui étaient sur ces deux présidences. J'espère que ça aura été plus clair. Encore une fois, je vous invite, si vous avez d'autres plus de questions ou des points d'éclaircissement sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires. On va sûrement passer aux questions plus individuelles, je vois que l'heure tourne, et on va faire dans l'ordre chronologique, donc d'abord sur la présidence de la République tchèque. Et nous avions collecté une question qui voulait plus d'informations finalement sur le paquet Fit for 55, voilà, qui avait été un gros point de cette présidence tchèque, en dehors de tout ce qui était au niveau géopolitique avec l'agression en Ukraine. Et voilà, sur ces avancées majeures sur les thématiques environnementales, donc Fit for 55, et le marché des quotas d'émissions également, qui avait été mentionné. Voilà. Alors là, naturellement, ce sont des avancements qui sont très variés, qu'on s'est d'accord concernant la révision des règlements des limites sur les émissions pour les voitures particulières. Alors ça va toucher tous les Européens. Alors on a fait un pas pour sortir du fossile dans le transport. Peut-être ça va lancer toute une époque différente dans le transport particulier ou en commun. Alors ça va changer la vie de tous les Européens. Et puis, peut-être je vais souligner ce mécanisme d'ajustement carbone frontière encore, ce qui est très important parce que ça nous permet d'éviter la concurrence des pays qui ont les critères écologiques moins stricts que ceux que sont les nôtres, c'est-à-dire pour ne pas affaiblir nos produits sur le marché. Alors là, bien sûr, ce paquet Fit for 55 n'est pas une affaire close. Alors ça va continuer sous la présidence suédoise, mais bon, et encore, mais bon, on a fait notre effort pour que notre futur écologique et durable peut se construire. Très bien. Je pense que ça a été plutôt clair pour la personne qui avait posé la question. Et je vois là une deuxième question qui avait été collectée au sujet de les chefs de gouvernement. Et ça fait plutôt écho à l'actualité récente au niveau national en République tchèque, avec l'élection de monsieur Pavel, qui est considéré comme plutôt pro-européen. Et est-ce que ces chefs de gouvernement peuvent influer, et à quel point peuvent-ils influer ces présidences? Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle sur ces présidences du Conseil de l'Union européenne? On peut peut-être faire un mauvais lien entre le président d'un pays, président du Conseil de l'Union européenne. Donc voilà, est-ce que ça aurait pu renforcer l'action de la République tchèque au sein de cette présidence du Conseil de l'Europe? Alors, je dirais plutôt la position du président de la République dans le système politique tchèque est largement symbolique. Le président a un rôle cette position du président de la République est une position prestigieuse,
Mais bon, c'est le gouvernement qui décide la politique quotidienne. Bien sûr, l'élection du général Pavel, qui est un point européen convaincu, alors ça montre plutôt que la majorité des électeurs se sont décidés de manière pro-européenne et ils ont soutenu ce point de vue. Et là, sur le plan européen, alors il y aura la concertation entre le gouvernement et le président. Mais bon, euh, pour les pour les conseillers européens, alors c'est toujours le Premier ministre qui représente la République tchèque. Alors là, il n'y aura pas le grand changement. C'est plutôt la confirmation que ce sorte d'un engagement pro-européen des Tchèques. D'accord, mais est-ce que cette nouvelle, j'imagine, c'était la première élection suivant cette présidence de la République tchèque. Est-ce que ça, vous pensez que du coup, du fait de cette présidence et de toute cette communication qui peut être faite autour, et au niveau national, j'imagine qu'on communique aussi beaucoup là-dessus, est-ce que ça a pu influencer ces élections et peut-être Vous amener... pensez le débat sur l'Europe en République tchèque ou Oui, est-ce que finalement, cette présidence a amené plus à parler de l'Europe, peut-être d'amener des questions, des échanges là-dessus et quelque part sensibiliser un petit peu les citoyens sur les questions européennes et amener ce résultat aux élections présidentielles? oui, c'est sûr parce que c'est surtout le président Pavel a donné un accent particulier dans sa campagne électorale au problème de la sécurité, de l'effort commun du soutien à l'Ukraine. Alors là, ça a confirmé, même le président de la République pense visiter bientôt l'Ukraine en compagnie avec une vraisemblance avec la présidente slovaque. Alors, ça sera un geste très fort pour ce soutien indéfectible à l'Ukraine. Alors, surtout dans ce domaine-là, bon, la position du président est claire. Même si vous voulez, sur le plan personnel, alors maintenant le chef de son cabinet des affaires étrangères, M. Zaïtche, qui était un des négociateurs qui était avant l'ambassadeur à Bruxelles, au Coreper. Alors là, ça montre que le choix de cette personne qui connaît Bruxelles parfaitement montre aussi l'engagement du président ou l'intérêt du président pour les affaires européennes. Très bien. Ben, ça fait une belle transition. Je pense ces questions de politique, du coup, politique extérieure, on peut penser aux politiques sécuritaires et politiques migratoires, et passer du coup à la partie de Monsieur Tufson sur voilà, c'est ce rôle des présidences face aux crises à l'extérieur, en réalité, à l'extérieur de l'Union européenne. Vous l'avez rapidement évoqué sur les très très récemment ce séisme en Turquie et en Syrie, Mm. mais aussi il me semble que c'était la semaine dernière dans un des conseils où il y avait eu la politique migratoire qui avait été fortement évoquée. J'ai plus en tête quel conseil c'était, mais où ces questions reviennent très régulièrement en réalité, les questions de migration, sécurité extérieure, aide extérieure. Mm. Voilà. Oui, un rôle évident pour la présidence est celui de faire face oui, faire avancer l'agenda commun, mais également faire face aux crises actuelles. Et la question de la migration est un exemple d'une question qui a été sur l'agenda commun pour des années. Et pour nous, c'est important de faire avancer cette question avec tous les autres. Mais face à une crise en Turquie, comme le séisme dévastateur,
la présidence a un rôle très important de coordonner ou mobiliser la réaction et le soutien européen. Et à cet effet, on va organiser, comme je l'ai dit, une conférence avec la Commission lors laquelle on va ramasser tout le soutien nécessaire pour la Turquie et la Syrie. Et voilà, le rôle de la présidence il y a des rôles différents. Faire avancer l'agenda, mais gérer les questions et les crises actuelles. Très bien. Je viens juste de me rappeler, du coup, ce sommet pour les questions migratoires. C'était un Conseil européen du 9 février, il me semble, voilà, où ça avait été fortement évoqué, donc il y a une petite semaine. Je vous remercie pour cette réponse et on va peut-être passer à déjà la dernière question. Je vois que l'heure tourne. On a passé l'heure qu'on avait bloquée pour cet événement. Une question moi qui m'avait paru très, très intéressante, pas originale je dirais, mais très, très intéressante. Sur est-ce que l'occasion d'une présidence pour un pays au niveau national, ça permet de remettre au centre des discussions des questions qui sont très importantes, par exemple pour la Suède. Ça aussi encore, ça fait encore écho à l'actualité où on a vu les questions d'adhésion à l'OTAN, où la Finlande qui était solidaire jusqu'à présent et qui l'est toujours, mais on aura entendu peut-être se désolidariser pour rentrer dans l'OTAN et voilà, ce blocage turc depuis des années sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ouais. Oui, peut-être je peux commencer avec la dernière question. Et en ce qui concerne l'adhésion à l'OTAN, et nous avons aujourd'hui, et on avait une coopération, une coordination très proche avec la Finlande. On a une ambition d'adhérer à l'OTAN ensemble. Mais la Suède ne peut pas influencer les décisions nationales et il faut avoir une ratification des parlements. Et moi, je ne sais pas si la Finlande... ça, c'est une question que seulement la Finlande peut répondre. Mais selon nos politiciens, nous maintenons l'ambition d'adhérer ensemble. Et comme vous le savez bien, la Suède et la Finlande ont un accord tripartite avec la Turquie et la Suède a parcouru un long chemin dans ce processus. Mais il faut juste attendre les procédures en Turquie et en Hongrie. Et ça, ce sont les deux pays qui jusqu'ici n'ont pas ratifié notre application. J'espère que ça, c'est une réponse sur la question en ce qui concerne l'adhésion à l'OTAN. Mais comme toujours, on reste optimiste. Moi, je suis convaincu que la Suède sera un membre de l'OTAN, mais je ne peux dire exactement quand cette adhésion aura lieu. Et en ce qui concerne la possibilité de mettre au centre des discussions les priorités et les questions les plus importantes pour la présidence, voilà, j'ai avant souligné que c'est très important pour nous d'être impartial et faire avancer l'agenda commun. Mais la présidence présente également une opportunité de présenter
ces questions que nous trouvons très importantes. Et j'ai mentionné la compétitivité, et ça, c'est un grand enjeu pour nous. Lors de mon discours, j'ai souligné que la Suède est dépendante sur l'exportation et maintenir la compétitivité et la compétence d'innovation. Et ça, c'est un enjeu, ça, c'est un intérêt national. Mais voilà, la présidence nous donne une opportunité de présenter et peut-être planter ces enjeux dans l'agenda commun. Et maintenant, en mars, on va discuter les propositions de la Commission à long terme. Et on verra qui va suivre après cette discussion. Merci. Bon, très bien. Mais je vous remercie pour ces éléments. Donc, on essaie de rester impartial, mais on peut amener quelques éléments nationaux sur la table. Peut-être pour terminer rapidement sur cette conférence, une question double pour peut-être voir sur les perspectives d'avenir, déjà sur qu'est-ce qu'a été l'avancée majeure, donc une question pour chacun, hein. Qu'est-ce qui a été l'avancée majeure pour la présidence tchèque et quelle sera l'avancée majeure ou quelles seront les grandes prochaines étapes de la présidence suédoise à venir dans les prochains mois. Donc, Monsieur Schroubach, sur qu'est-ce que vous Alors retenez? là, il est très difficile de dire une chose parce que bon, il y avait beaucoup de domaines. Mais bon, si je pourrais être un peu personnel dans ce domaine, alors je dirais que c'était la politique de l'élargissement. On a réussi à avancer dans l'élargissement de l'Union européenne, dans la partie du Balkan occidental, parce que naturellement l'attention de l'Europe est concentrée sur l'Ukraine, sur la défense héroïque des Ukrainiens contre l'invasion russe. Et les habitants des Balkans occidentaux se trouvaient en quelque sorte oubliés ou mis de côté. Alors là, ce commencement des négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, cette attribution du statut du candidat à la Bosnie-Herzégovine, et bon, la libéralisation des visas pour le Kosovo, à mon avis, veut dire à ces habitants des Balkans que la perspective européenne reste ouverte pour eux et bon, que l'Europe s'engage en quelque sorte de les accueillir au moment où ils seront capables de satisfaire toutes les conditions indispensables pour l'accession. Très bien. Je vous remercie. Et Monsieur Tufson, un dernier mot sur la grande étape à venir. Oui, toutes les questions concernant la sécurité sont très pertinentes pour nous. Maintenir le soutien à l'Ukraine et préserver l'unité au sein de l'Union européenne, je pense que ça, c'est une grande priorité, ça, c'est une grande responsabilité. Et personnellement, je pense que ça, c'est la question la plus importante parce que l'Ukraine fait la guerre pour nous et il faut vraiment maintenir l'attention et le soutien. Et ça, c'est peut-être le plus important. Mais j'espère qu'il y a un avenir après la guerre et encore une fois, je peux souligner que la compétitivité de l'Europe est très importante pour notre pays. Et on voudrait bien influencer la discussion afin de trouver des moyens et des solutions pour l'avenir. Merci. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Donc, les perspectives sont assez similaires. On aimerait tous qu'on règle cette agression à l'est de l'Europe et aider ce peuple ukrainien au mieux qu'on peut pour le futur, tout en gardant tous les autres aspects, ne pas
tous les autres aspects de l'Union européenne et d'avancer sur les dossiers, voilà, compétitivité, etc. Écoutez, on arrive à cette fin de conférence, on a un petit peu débordé, j'en suis désolé. Mais je tenais à vous remercier, voilà, monsieur Tewson, monsieur Schrobach, pour votre participation à cette conférence auprès de nos auditeurs, de nos réseaux sociaux. Encore une fois, j'espère que que cette présidence, voilà, la présidente tchèque a réussi à avoir beaucoup de succès et que je suis persuadé que la présidence suédoise aura beaucoup de succès. Et certainement, pourquoi pas, nous reverrons pour faire le bilan de cette présidence suédoise et certainement avec nos collègues espagnols pour ouvrir cette présidence espagnole. Écoutez, encore une fois, merci à tous, merci aux personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Et je vous dis à un prochain événement avec l'Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée. Voilà, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci.